D'ailleurs, alors je vais présenter mes invités. Bertrand Martineau, salut Bertrand, notamment conseiller pour l'ensemble des questions d'emploi de l'Institut Montaigne. Léonidas Kalogiropoulos, salut Léonidas, donc entrepreneur et président d'Entrepreneurs pour la République, c'est ça, hein, Léonidas, voilà. Et puis Julie de la Sablière, salut Julie, entrepreneuse aussi, et fondatrice, directrice de l'agence Little Wing. Non, juste un petit truc, c'était des petites histoires de journalistes, vous allez vous faire sourire. Dans les rédactions, globalement, vous avez deux organisations. Soit vous avez des présentateurs de journaux qui sont très forts et personne n'a rien à dire, soit vous avez des rédactions en chef très fortes et personne n'a rien à dire. Ce qu'on retrouve un peu dans les organisations d'ailleurs, hein, autour des métiers, etc. Est-ce que je parle à la compta? Est-ce que c'est la compta qui impose? Enfin bref. Et en fait, à la grande époque, le pape, c'est lui qui restera pour moi, pour ma génération, le pape, Patrick Poivre d'Arvor, vous aviez un truc qui survenait, un fait divers, un incident, etc. le vendredi soir. Il était traité 24-24, samedi, dimanche, par toutes les éditions. Lui, il revenait le lundi à 12h. Il disait, on va faire ce truc. Patrick, je crois qu'on a tout fait quand même là. Ah, mais j'étais pas là. Donc on recommence. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on va faire avec l'affaire Uber, notamment avec toi, Léonidas. On le faisait il y a 2 jours avec Aziz Séniste, très intéressant. Donc voilà. Mais d'abord, retour des retraites, c'est quand même ça. Je ne sais pas comment vous vivez la séquence. Moi, j'ai envie quand même d'abord, en termes de communication et de politique, Julie, me tourner un peu vers toi. Parce que donc la séquence, c'est globalement, elle semble bel et bien enterrée. Le MEDEF, lors des universités d'été du MEDEF, dit oui, vous avez bien raison de l'enterrer. Priorité à la réforme de l'assurance chômage, c'est ça notre sujet, c'est l'emploi et les recrutements. Et puis la semaine dernière, là, milieu de semaine dernière, donc je le dis, moi c'est un papier de Cécile Cornudet dans Les Échos qui la première dit, le président a été très clair, il faut que s'arrête la petite musique de la démission sur la réforme des retraites. Et là, boum, non seulement on va la faire, mais alors on va la faire à la hussarde à travers un amendement dans le plan de financement de la sécurité sociale. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je le dis très très vite, mais je pense que si vous suivez l'actu, vous avez suivi cette petite subtilité. Pourquoi faire ça? Parce que vous pouvez passer le PLFSS avec un 49.3 sans vous enlever le bénéfice du 49.3 pour un autre projet de loi durant la législature. Sinon, vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une fois. C'est par an ou par législature? J'ai un petit doute. Par an. Vous n'avez le droit de l'utiliser qu'une fois par an, mais vous avez le droit de rajouter le budget. Voilà. Julie, pourquoi on est à la fin de l'année en même temps. Hein, mais bon. Pourquoi ce passage à la hussarde là? Grande confusion, c'est sûr que c'est pas très lisible. On a l'impression qu'il veut éviter sur ce sujet-là la guerre de tranchées, et du coup il tente plutôt la guerre de position en étant là où on ne l'attend pas. Ouais, t'as raison. De profiter sans doute d'une opportunité et d'une fenêtre qui s'ouvre avec le PLFSS et en prenant tout le monde de court quelque part. On en a déjà parlé, hein, cette réforme, elle est quand même très emblématique c'était la mesure la plus visible de son programme. Ouais. Est-ce que c'était un bon choix ou pas? On en a déjà pas mal discuté, donc il ne voudra pas l'abandonner. Je pense que pour lui, c'était le symbole de « je continuerai à réformer dans mon 2e mandat ». Qu'il voulait imprimer, et donc s'il tente, je crois qu'ils sont en train de déjeuner en ce moment même avec la Première ministre pour décider ou pas s'ils font ce choix tactique un peu à la hussarde. C'est vrai qu'en tout cas la majorité est assez divisée sur cette option. En parallèle, tu as quand même la séquence juste comment ça s'appelait, Conseil national de la refondation, le dialogue, concertation. Oui, qu'est-ce qui reste encore? C'est à n'y rien comprendre. Ouais. Oui, quand même. D'abord, sur le Conseil national de la refondation, le débat perpétuel est un sujet sur lequel on peut s'appesantir. Non, je sais que là-dessus, Léonidas, tu avais une position que j'entends et qui d'ailleurs est revenu un petit peu la semaine dernière en disant il a quand même une masse critique, il a quand même du monde autour de lui sur ce Conseil national de la refondation, et donc pourquoi pas. Mais parlons des retraites. Mais qu'est-ce qui reste encore à débattre ou à découvrir dans le débat sur les retraites? Quand on débat, c'est pour se mettre d'accord sur les chiffres, les paramètres, les données. Tous les chiffres, tous les paramètres, toutes les données sont sur la table depuis longtemps. Alors attends, non, parce qu'il a donné une réponse qui est intéressante, mais qui est un petit peu contradictoire avec le passage en force. De ce que j'ai vu, l'idée, ce serait de dire aux syndicats, cette réforme va dégager des marges de manœuvre. Oui.
regardons ensemble à quoi on les Ça, c'est un emploie. sujet de débat. Eh ben voilà. Oui, mais pour pouvoir débattre de ce que l'on fait des marges de manœuvre, encore faut-il que l'on fasse la réforme. Et donc, je trouve que la question de savoir si oui ou non, pourquoi est-ce que le patronat est opposé à ce débat, c'est qu'on a vu la manière dont le pays était explosif, était capable de se braquer et de se paralyser toute l'économie française dans un moment aussi sensible qu'aujourd'hui autour d'une réforme qui n'aboutirait pas, je comprends que l'on y réfléchisse à deux fois. Mais est-ce que véritablement on démine le risque de blocage en ajoutant des commissions au débat Ah non, mais le MEDEF, il a pas dit il faut débattre, il a dit il faut surseoir. On ne la fait pas. C'est simple. Mais il dit on ne fait pas pour ne pas bloquer le pays. Exactement. Donc la question est à un moment donné, est-ce que la seule manière d'éviter de bloquer le pays, c'est de rajouter des commissions aux commissions et aux commissions et aux rapports? Donc tu dis quoi? Va droit au but, Léonidas. Je pense que le risque qu'il prend, qui est un risque politique que je comprends, est un risque qui s'entend et qui est, en tous les cas, devant la nécessité de réformer et devant la nécessité qui est la nôtre d'opérer ces réformes pour que la confiance dans l'entreprise France ne chute pas. Je pense qu'il faut la faire. Si ce chemin-là aboutit, c'est un risque qu'il aura pris à bon escient. Si ce chemin-là aboutit, mais... non, mais je veux dire, s'il aboutit... La question, c'est... Il y aura... T'es quand même en train d'avancer sur le plongeoir de 10 mètres, là. Au bout, tu tombes. Non, mais, pardon, je ne sais pas comment on peut continuer à se demander comment, en vivant 8 ans de plus qu'à l'époque où on a mis la retraite à 60 ans, il n'est pas temps de faire quelque chose pour que les choses bougent et pour préserver nos retraites. Donc, non, je pense que tout ça s'explique. Il y a une fenêtre de tir. Moi, je ne crois pas qu'il manque une heure de concertation et de débat à ce sujet qui est connu de tous. Bertrand? Eh ben, je suis très très en ligne avec ce que vient de dire Léonidas. Je pense qu'on peut regretter, mais je ne suis pas communicant, les séquences de chaud et de froid. Enfin, je fais pas, je discute pas. Bon, bref, il y a sans doute beaucoup de confusion là-dessus. Mais sur le fond du sujet, effectivement, tout a été dit. Je ne vois pas ce qu'on peut concerter de plus. On connaît très bien le jeu des acteurs. Tous les chiffres sont sur la table depuis très longtemps. Et donc, en fait, il n'y a pas de bonne solution. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Tout le monde est d'accord pour dire que si on fait une réforme, il faut le faire plutôt en début de quinquennat. Donc, on y est. Et on ne va pas reporter la réforme en 2027. Il y a un moment... bon. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Et par ailleurs, effectivement, et c'est là qu'il faudra peut-être de l'habileté politique, c'est de faire porter le débat ensuite sur ce qu'on fait des marges de manœuvre. Là, on pourra discuter argent à ce moment-là. Mais effectivement, techniquement, le passer par le PLFSS, si c'est une réforme paramétrique, genre réforme Sarkozy de 2010, qui finalement est passée à peu près comme ça aussi. Oui, c'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il le dit, parce que c'est effectivement... Même pas la réforme Balladur qui est passée à l'été 93. Mais ce ne serait pas la première qui passe par... Qui est quand même la plus grande réforme sur les finances publiques depuis 1945, quasiment, la réforme Balladur. Enfin, quand même, la désintégration des pensions, plus le passage de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans. Enfin, c'est quand même un paquet de dizaines de milliards d'euros chaque année, quand même. Bon, cette réforme qui est passée, effectivement, alors ça a été plus simple parce qu'elle ne touchait pas le secteur public, évidemment, mais enfin, quand même, ça a été fait. Donc, si c'est une réforme très simple, très paramétrique, compréhensible, et qui ne fait pas un sort spécial aux régimes spéciaux, mais comme la retraite Sarko repousse l'âge de départ pour tout le monde de la même manière, voilà, il prend des risques, effectivement, mais ce serait sans doute encore plus risqué de continuer ces palinodies pendant des années et des années, après le passif qu'il a quand même, après le passif de le voir, qui a quand même été quelque chose d'assez terrifiant quand même, y compris d'ailleurs pour les partenaires sociaux qui se sont sentis floués, qui se sont sentis manipulés. Donc, pour paraphraser une phrase célèbre, je pense que c'est la pire des solutions, à l'exception de toutes les autres. Ouais, je comprends. Voilà. Sauf, je te reprends sur l'idée, je ne crois pas que ce soit un problème de... Moi, c'est ça depuis le début, de toute façon, avec ce président. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de stratégie. La communication, Julie te le dira mieux que moi, tu peux bien communiquer à partir du moment où tu as une stratégie. Là, je n'arrive pas à croire qu'il n'y a pas un changement de pied brutal. Tu ne laisses pas s'installer cette petite musique autour notamment de l'université d'été du MEDEF. Donc c'était il y a 2 mois quand même, 1 mois. Allez, non, pas du tout, il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Tu ne laisses pas s'installer cette petite musique si tu as vraiment l'intention de le faire. Donc c'est là, moi, que j'ai un problème. C'est là où on a un président qui aime surprendre.
Mais il lâchera jamais cette réforme. Oui, mais s'il avait... Il ne lâchera jamais cette réforme, elle est trop importante pour lui. Et Elle est effectivement, trop importante pour la France, je suis désolé. et pour la France, Objectivement, évidemment. finance, Mais du coup, s'il y a une fenêtre de tir pour la faire passer, et après, lui, il est jamais revenu dessus. Enfin, tu vois, donc tu dis, il laisse s'installer ses gouvernements. Après, je pense que voilà, et c'est là où il a parfois des tactiques. Et moi, je questionne son besoin de tout le temps surprendre. D'accord. En étant C'est ça. un espèce de maître des horloges tacticien. Et bon, il y a des coups qu'il a réussi et il y en a qu'il a raté. Mais en tout cas, il la fera. Et c'est effectivement sans doute le bon moment pour pas se dire on revient dans une guerre de tranchées, où on reprendra le sujet. Le pire, c'est Intéressant. de pas se faire installer dans la guerre de tranchées. La seule chose, encore une fois, qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, c'est les palinodies. Alors, est-ce que c'est des erreurs de communication ou des changements de pieds stratégiques ? Je n'en sais rien, ou peut-être les deux. En tout cas, au point où on en est, voilà, au point où on en est, c'est la meilleure solution pour fermer le dossier. Voilà. Bon. Vous m'avez convaincu. J'avoue. Bon, le fait est par ailleurs que... J'avoue, sauf à ceci près. Vous parlez de marge de manœuvre, de deux choses l'une. Soit c'est une réforme indispensable pour les finances publiques, et alors il n'y a pas de marge de manœuvre. Parce qu'il faut, j'en sais rien, baisser massivement le coût du travail, point à la ligne. Il n'y a pas de marge de manœuvre. L'ensemble des gains, ils sont versés dans le budget, ils remboursent la dette, tout ce que tu veux, etc. Tu vois ? Si c'est pour dépenser à nouveau ce qu'on va gagner... On va pas revenir, je me souviens, c'était sous Christian Sauter, le débat sur la cagnotte. Bah oui, mais tu vois, c'est un peu ça le truc, quoi, quand même. Maintenant, la réforme des retraites, elle assainit les finances publiques sur 20 ans. Donc, débat immédiat, ça n'épuise pas les bienfaits sur le long terme. En tout cas, les syndicats sont appelés à un échange avec le ministre du Travail. Ah, c'est nouveau, parce que d'habitude, c'est quoi ? Il y a négociation, concertation, non, c'est échange. Et maintenant, c'est échange. Échange, mais échange sur le dernier rapport du corps, puisque le dernier rapport du corps a fort opportunément vu des déficits là où il ne les avait pas vus l'année dernière. Donc, c'est ballot. C'est ballot. Non, mais de toute façon, c'est ballot, mais ça tombe bien. Mais de toute façon, encore une fois, puis on en a déjà parlé ici, il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut considérer effectivement que sous des hypothèses économiques raisonnables, le système est équilibré jusqu'en 2035, mais avec une pression sur les finances publiques de la part de l'État, des subventions de l'État d'une part, et puis un niveau de cotisation sociale absolument terrifiant. Donc l'équilibre se fait aujourd'hui au prix d'une pression terrifiante sur les finances publiques qui serait bien utilisée ailleurs. Et on peut débattre de comment les utiliser ailleurs. Ça peut aller de se consacrer aux endettements, c'est-à-dire aucune marge de manœuvre, jusqu'à effectivement financer, alors c'est ma marotte, l'effort de défense, de sécurité, le régalien. Je ne crois pas que c'est ça qu'il va dire à la CFDT. Si c'est pour continuer à faire. Je crois qu'il va faire transition écologique, mais non, bien sûr. C'est centrale nucléaire, ça. Ouais. Pourquoi pas ? Ça s'entend. Pourquoi pas ? Je ne sais pas quelle est la position de la CFDT sur le nucléaire. Il faut 15 ans pour mettre en place une centrale nucléaire. Je sais quelle est la position de la CGT en revanche. Ah oui, la CGT, on sait bien, mais la CFDT, je ne sais pas. Tiens, j'irai regarder. Donc, alors l'autre réforme, Bertrand, assurance chômage, parce que là, il commençait à avoir une cristallisation qui peut-être est un peu surprenante, non ? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il a surpris l'exécutif de l'ensemble des syndicats contre la réforme. Une réforme des retraites peut faire sauter plusieurs gouvernements, comme disait Rocard. On n'a jamais eu une réforme du chômage faire sauter un gouvernement. Ouais, sauf... Non, ça peut être. Non, mais ça peut être une cristallisation de plein de choses. Mais une réforme de l'assurance chômage en elle-même n'a jamais mis quelqu'un dans la rue. D'accord. Bon, parce que les chômeurs, ils descendent pas dans la rue, voilà. Bon, et puis ce sont des réformes qui sont quand même, on le dit pas assez, mais relativement populaires. Durcir l'assurance chômage. Surtout quand, du matin au soir... T'es en crise de recrutement. On est en crise de recrutement que tout le monde connaît. Il n'y a pas que les patrons qui s'en rendent compte. Les salariés aussi, on n'arrive pas à recruter. Sur ce sujet, donc, je pense que c'est politiquement beaucoup moins dangereux, même si c'est la cristallisation autour d'un certain nombre de sujets peut donner une dimension très antisociale et cristalliser les mécontentements. Mais en elle-même, cette réforme de l'assurance chômage, dont les contours restent à définir, ne pose pas de difficultés politiques, à mon avis. Simplement, l'idée, je pense qu'on modifie les paramètres de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture, pour peu que ce soit lisible, clair, etc. Je pense que toute personne sensée peut se rallier à cette idée. Et c'est d'ailleurs ce que font la plupart des pays. Je veux dire qu'en France, on a assoupli l'assurance chômage pendant la crise, on a même créé des allocations transitoires pour des personnes qui étaient dans les trous
au moment de la crise du Covid en 2020. Les anglo-saxons ont doublé la durée d'indemnisation, les Allemands aussi fait tout un tas de choses. On le fait déjà en fait. Là, il s'agit simplement de le mettre un peu sous pilotage automatique avec des indicateurs, Oui, etc. de durcir quand même aussi les conditions d'indemnisation. Dans le cas où ça va bien. Bon, la difficulté, c'est que le diable est dans les détails. C'est que ce genre de règle automatique consiste quand même à regarder dans le rétroviseur. C'est-à-dire que les données, si on regarde les données du premier semestre sur l'emploi et le chômage, en particulier sur l'emploi, les créations d'emplois, on a terriblement envie, effectivement, de réduire l'assurance chômage. Ouais. Bon, mais une réforme mais je ne suis pas sûr que la situation de l'emploi début 2023, Je comprends ce que tu dis. Une réforme, sera la même. Et on a quand même le risque d'une réforme à contre-temps. C'est ça la difficulté. Oui. Et alors en plus, il se trouve qu'en France, on a un track record, pour parler mal, assez fort sur les réformes procycliques de l'assurance chômage. Et là, c'est Madame Aubry qui décroche le trophée, évidemment, du vainqueur, puisqu'elle a fait la plus dure réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire l'allocation unique dégressive en 92. C'est une bonne idée, juste quelques mois avant la récession. Et ensuite, elle a fait la réforme la plus généreuse de l'assurance chômage en 2000, là où il y avait 700 000 créations d'emplois. Bon. Et donc, voilà, il ne faudrait pas tomber dans ce... Voilà. Mais Madame Aubry n'est pas que la dame des 35 heures. Madame Aubry est aussi la ministre de l'allocation unique dégressive. Comme on a commis à peu près toutes les erreurs dans ces domaines-là, on a de quoi apprendre de nos erreurs. Ça, c'est la version optimiste. Donc, à mon avis... Non, mais c'est intéressant. Mais il n'y a pas l'idée quand même que ça suive la conjoncture, justement, et que ça s'adapte en fonction de... La conjoncture, elle est tout... Enfin, les seuls chiffres en dur qu'on a sont des chiffres qui datent toujours d'au moins 2-3 trimestres. Ouais. Donc, ce qu'on a sur la conjoncture, c'est des enquêtes d'opinion, l'enquête auprès des chefs d'entreprise, etc. Donc, on peut très bien imaginer un système où on fait un mix d'indicateurs, un indicateur synthétique avec des éléments de conjoncture, etc. Ce sera un peu compliqué, il sera très contestable. Alors que les seuls chiffres en dur qu'on a, c'est les chiffres du premier semestre, premier et deuxième trimestre 2022. Ils sont excellents. Ouais. Et on a effectivement envie de durcir l'assurance chômage. Ouais. Mais ça risque d'être à contre-temps. C'est quand même toujours un miracle de se dire qu'avec toutes les données que notre administration collecte chaque mois dans tous les sens auprès de toutes les entreprises, etc., on n'arrive pas à mettre un peu d'intelligence artificielle là-dedans. Alors là-dessus, arrive incroyable. Un élément technique dont ne parlent que les directions finances des entreprises, mais qui est l'obligation de la facturation électronique, qui va changer la donne. Je le dis très très vite si vous n'êtes pas au cœur du truc. Facturation électronique, l'ensemble des factures des entreprises de France vont être émises à travers un système visiblement solide qui s'appelle Chorus. Avec lequel marche l'administration d'ailleurs depuis maintenant de nombreuses années, à travers un système qui va passer d'abord par le truchement donc de l'administration avant d'être redispatché vers les entreprises. Attends, ce qui veut dire que, et Bercy le fait en partie pour ça, Bercy le fait pour deux choses. Pour bloquer la fraude à la TVA, ça va être très efficace, et pour avoir pour le coup, la possibilité d'un pilotage très très fin sur les chiffres d'affaires des entreprises. Ils seront branchés en direct. Les prévisions d'impôts aussi. Et les prévisions d'impôts, mais ils seront branchés en direct sur les chiffres d'affaires des entreprises. Mais Stéphane, il y a déjà un précédent qui a été réalisé par l'INSEE sur la base d'une convention qu'ils ont passée avec les instituts de cartes de crédit. Je rappelle qu'au pire de la récession de 2020, l'INSEE, et il a été leader mondial d'ailleurs là-dessus, a réussi en temps réel à estimer les chiffres d'affaires et le PIB mensuel en avril, mars, mai, juin 2020, au moment où l'économie plongeait et au moment où on n'avait plus de statistiques. Donc ils ont fait des estimations sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires des entreprises et se sont révélés très proches des chiffres constatés après. Donc on sait le faire. Donc on fait des progrès énormes en matière de contemporanéité. Quand on a fait le crédit d'impôt instantané des services à la personne, on connaît le mot contemporanéité. Exactement. Et donc là on s'améliore sur la conjoncture. Mais la conjoncture, c'est pas la prévision. La conjoncture, c'est savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et déjà, un statisticien qui comprend ce qui se passe aujourd'hui, il est déjà très très fort. Mais alors, prévoir l'avenir, c'est encore autre chose. Et en l'état actuel de la science, on est encore sur des modèles très très frustes. Et même l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'arrive pas, au niveau macro, n'arrive pas à donner des choses vraiment valables. Après, ça arrivera peut-être un jour, mais... Tu as toute la séquence essence où, alors j'ai beaucoup dit ici que je n'y croyais pas, mais je vais finir par y croire, où visiblement, Bercy est incapable de définir des seuils de revenus, ça me semble sidérant, mais c'est comme ça, des seuils de revenus pour donner un chèque essence à ceux qui en ont besoin et pas à ceux qui en ont pas besoin, quoi, tu vois.
Voilà. Pareil sur le chèque alimentation. Pareil sur... Alors, chèque alimentation, il y avait il y a tout d'autres le complexités. sujet du paysage, Oui, etc. il y avait des complexités encore. Au moins, l'essence, voilà, c'est le carburant, c'est assez simple. Alors, pas mal de trucs sur l'emploi. Si vous avez assurance chômage, tu as un truc à dire Non, Leonidas l'assurance chômage, sauf que je veux bien croire que l'on ait du mal à paramétrer dans le temps, mais là, on est vraiment déparamétré aujourd'hui, parce que vraiment avoir autant d'emplois qui restent disponibles et qui ne sont pas pourvus avec un chômage à ce niveau, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui marche pas bien. Donc, tu as suivi, ils ont mis Pôle emploi en tension. Oui. Voilà, sur les 3 secteurs. Bon, oui, Qu'est-ce que ça veut dire Alors, on en a pas mal parlé. Des plans sur les métiers en tension, et il n'y en a pas eu 15 ces 20 dernières années. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a peut-être eu 16 ou 13, je ne sais pas, mais je ne les ai pas comptés. Mais juste parce que c'est le cœur de ton expertise, évidemment, Bertrand. Mais moi, avec la réforme de l'assurance chômage, à un moment, il y a quand même un sujet sur... Tu as un socle, quoi, on va dire. C'est combien 1,5 million de personnes qui n'ont pas vu un emploi depuis plus d'1 an. C'est à peu près ça, ouais. Un peu plus. Ouais. C'est pas par des... Un peu plus, même. Ouais, un peu plus. Ouais. C'est pas par des mesures comme ça que tu vas les remettre sur le chemin de l'emploi. Non, alors... La réforme de l'assurance chômage n'est sans doute pas une solution pour remettre sur le marché des gens très éloignés et qui sont dans le chômage de longue durée. C'est pour les remettre rapidement. Voilà, c'est la question des permittents. C'est pour éviter les allers-retours. D'accord. Bon, de ce point de vue-là, la réforme de 2019, qui a été reportée pour cause de crise sanitaire à octobre 2021, donc est rentrée en vigueur il y a 1 an, est une excellente chose. Alors ça devait faire 10 ou 15 ans que des instituts comme l'Institut Montaigne la réclament, et tous les économistes. Enfin, le système était aberrant. Et tu crois que c'est une des clés de nos records de création de postes, là ? Le fait qu'on soit sur des chiffres historiques de création de postes encore... Non, à la marge peut-être, mais enfin la dynamique, elle a commencé avant. Mais ça limite en fait, ça limite quand même le chômage frictionnel en fait. Bon. Pour ce qui est du chômage vraiment de très longue durée, d'abord il faut savoir qu'il y a peu de personnes, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais peu de personnes qui arrivent jusqu'au bout de leurs 2 ans de chômage, ou 3 ans si c'est des salariés plus âgés. En revanche, le problème qu'on a, et c'est pas l'assurance chômage, c'est la question du RSA. Je rappelle qu'il y a pratiquement 2 millions de titulaires du RSA. Et même pas la moitié d'entre eux est inscrit à Pôle emploi. Et ils font l'objet d'un accompagnement retour à l'emploi qui n'est pas très intensif, on va dire. Et donc là, il y a un énorme sujet qui me paraît encore plus important que la question de l'assurance chômage. Le RSA est versé de fait en France sans condition, alors même que la loi donne des contreparties. Je rappelle que la loi n'a pas institué, ni le RMI, ni maintenant le RSA, n'a pas institué une allocation universelle. C'est une allocation sous condition d'effort d'insertion et de retour à l'emploi. Et ça, on l'a complètement oublié. Effectivement, cette contrepartie, voilà. Elle est difficilement accompagnée. Mais oui. C'est une contrepartie qui est absolument déterminante. Voilà. Je pense que c'est le socle du contrat social, d'ailleurs. Oui. C'est de dire aux gens, voilà, on vous accompagne et on vous accompagne pour que vous retrouviez une autonomie. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis fondamentalement contre le revenu universel sans condition. Et aujourd'hui, c'est malheureusement en train de devenir une sorte de chèque pour solde de tout compte. Oui. On dit aux gens, on vous donne... Comme le fait le RMI. Mais oui, mais pour 2 millions d'allocataires, il te faudrait, allez, on va dire 1 pour 10, au moins 200 000 personnes pour les encadrer ou pour accompagner le retour. Non, je pas 200 000. Tout à fait passer des contrats, des conventions avec des associations, des gens locaux qui les accompagnent. Intéressant parce qu'on a eu cette discussion et tu étais déjà sceptique. Tu nous parlais de Roussel et la gauche des allocs. Ouais. Ruffin, allons-y sur la gauche des allocs. Ruffin a sorti son livre peu de jours avant avec un peu le même diagnostic, c'est-à-dire on ne sait plus parler aux travailleurs et ils partent tous voter Marine Le Pen, ce qui est effectivement statistiquement ce qu'on constate. Et Ruffin donne dans son livre exactement cet exemple-là en disant en fait on s'est fait piéger par la majorité sur le RSA, les contreparties du RSA. Où on a tous dit, la gauche a dit d'un seul homme, c'est inadmissible de demander ça, etc. Et dit c'est exactement ce que nos électeurs, enfin les électeurs en tout cas ouvriers, employeurs, attendaient. Qu'il y ait des contreparties au RSA. Il y a des contreparties au RSA. Et tout ce qui est en train de se stigmatiser là, c'est des déclarations côté Roussel très populistes, ils ont au moins la lucidité de reconnaître qu'ils ont un problème. Pardon, tiens, on va voir. Attends, juste je dis parce que c'était intéressant de se dire. En fait, il dit on a été piégé là-dessus. On est allé comme un seul homme sur ce sujet. Je veux juste qu'on voit le joli tweet de Roussel qui cite Victor Hugo pour. C'est pas tous les jours quand même, voilà. Hein. Non, mais je suis pas d'accord sur le qualificatif de populiste et je tiens à le dire. D'ailleurs, avec beaucoup d'émotion, j'ai un père qui m'a élevé, qui était un communiste, un fervent communiste. J'ai été élevé par un communiste qui m'a transmis
la conviction que le travail est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et je tiens beaucoup à ce qu'il y ait une gauche qui soit ancrée dans ces valeurs-là, qui l'assume et qui le revendique. Oui, mais c'est pas le sujet, il n'y a pas de problème avec ça, Leonidas. Oui. Qui occupe sa place dans Monsieur le débat Roussel aussi, public. et Monsieur Ruffin, c'est ce qu'elle expliquait. Ruffin aussi. L'erreur de la gauche a été clairement de vivre dans un monde idéalisé du travail qui n'était pas la réalité que vivaient les gens. Et je pense que le succès d'En Marche, c'était ça. Et là, quelque part, je trouve que Ruffin a l'honnêteté. Moi, je trouve que son interview sur France Inter était hyper intéressante parce qu'il a l'honnêteté de reconnaître. Et il voit bien, lui, pour le coup, c'est terre de la Somme. Il est Amiens, là, il voit la vérité. Et en première ligne, il voit bien la vérité que cet électorat, aujourd'hui, vote Le Pen à 200% et qui se retrouve confronté à des gens qui disent « mais nous, on ne comprend pas l'assistanat dans ce pays ». Ce que je trouve, pour le coup, démago et stigmatisant, c'est la déclaration de Roussel sur... il dit la même chose. Pourquoi est-ce que ce serait démago pour Roussel et pas pour Ruffin? Il a exactement la tactique du FN. C'est-à-dire, il se met sur une ligne de clivage et il tape sur la gauche des allocs en faisant aucune proposition. Non, mais Ruffin essaie quand même de dire on va essayer de réconcilier ces deux parties. Non, il parle du travail, il parle de Attends, laisse finir Julie, Leonidas. Des allocs. Mais il parle de la valeur travail, il dit que la valeur travail est la valeur cardinale de la gauche et que ce n'est pas les allocations la valeur cardinale de la gauche. Et de ce point de vue-là, il en peut termes de définir en priorité, il a positif raison. sans chercher forcément où est l'opposition et la stigmatisation d'un camp adverse, où je trouve que c'est là où, en fait, pour moi, ça, c'est typiquement les méthodes du FN, quoi. Et là où il devrait expliquer comment la valeur travail est dans son programme, dans ses propositions, en positif, quoi. Bon, je trouve en tous les cas que de rappeler que le discours de la gauche et ce qui lui donne son ADN, ce n'est pas systématiquement de dire qu'il faudrait travailler moins, que le travail serait l'ennemi de l'homme, que le travail serait un esclavage, mais que le travail est émancipateur, que ce travail-là est une richesse et que c'est ce qui permet de s'élever. Moi, c'est ce que j'attends de la gauche et de son rôle politique. Mais sur le travail du dimanche, il y a quelques années, la gauche était vent debout en disant c'est impossible, etc. Sauf qu'il y a une réalité qui est qu'il y a du chômage dans ce pays. Il y a des gens qui peuvent trouver un emploi le dimanche, pourquoi les en empêcher quelque part? C'est là où, effectivement, je pense que la gauche s'est déconnectée. Mais elle est en train de se reconstruire. Sur les acquis, et puis se concentrant sur les acquis, et pas sur le progrès et la dynamique. On peut en reparler d'ailleurs sur la question du chômage. Là où je vous comprends mal, c'est sur le regret qui est le vôtre, parce que je trouve que c'est une très très bonne chose que la gauche renoue avec ce qui est en quelque sorte sa mission politique et sociale. Elle doit porter le discours de la valeur travail face à... Vas-y, un mot Bertrand, et puis on marque une pause. Et élargir la mission historique de la gauche, c'est de défendre ce qui protège le peuple, c'est-à-dire la patrie, le travail et l'éducation. Elle a dénigré la patrie. C'est la gauche Troisième République, ça. C'est Clémenceau, quoi, voilà. C'est l'origine. Oui, bien sûr. Si la gauche ne défend pas ça, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, mais elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Ah non, on sabote l'éducation nationale, mais on met ses enfants à l'école alsacienne. Comme quoi, il n'y a quand même pas totalement un manque de lucidité. Donc la valeur travail, c'est la question des 35 heures, évidemment. Et puis la patrie, c'est évidemment le dénigrement systématique et le traitement de fasciste dès qu'une personne parle un petit peu de patrie, de valeurs de patrie patriotique. C'est dommage, c'est le patrimoine de la gauche qui a été complètement bradé. Et politiquement, ça ne paye pas. Pour moi, la prise de conscience, c'était un peu les 35 heures. Pensez qu'un gouvernement qui donne des 35 heures sans contrepartie, cadeau bonus. Voilà. Moi, je me rappelle, j'étais au ministère des Finances, j'ai eu 15 jours de vacances de plus. Comme ça, de chèque. Et alors, pensez qu'un tel gouvernement... Et quelques mois après, il n'était même pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, il faut croire que ça n'a pas marché. En fait, le peuple, il n'a pas été dupe. Parce que quand on raconte au peuple qu'on peut travailler moins en gagnant autant, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études d'économie pour comprendre que ça ne tourne pas. En fait, c'est quand tu as fait trop d'études d'économie que tu te dis que ça peut tourner. C'est ça le problème. Une majorité d'économistes qui ne croyaient pas. Non, une majorité d'économistes qui Allez, on marque une pause. Voilà.